Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de septembre, donc toutes mes lectures du mois de septembre. Et il y a eu un gros craquage, entre guillemets, puisque c'est des emprunts à bibliothèque, en BD. Clairement, c'était le mois où j'avais envie de lire de la BD et je me suis fait bien plaisir. On va commencer avec les romans et le premier que je n'ai pas, parce que oui, au mois de septembre, j'ai vidé un peu ma pile à lire. Au mois d'octobre, c'est comment vous êtes mal parti, j'ai beaucoup trop pris de trucs à la bibliothèque. Mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc le seul que j'avais emprunté au mois de septembre, c'était La Faucheuse de Neil Chesterman à la collection R, il me semble. Donc on se retrouve dans un monde futuriste où la mort n'a plus aucun impact, et plus personne ne meurt, que ce soit de vieillesse ou de maladie. Et du coup, pour essayer de réguler la population, parce que les naissances, elles, ne se sont pas arrêtées, il y a un espèce de nouveau métier, un petit peu particulier qui a été créé, qui sont les faucheurs. Et en fait, leur but, en fait, ils tuent sans pouvoir, quand il tue, la personne ne ressuscite pas. Alors qu'avant, tu peux sauter du 15e étage, on te ressuscite. Il n'y a pas de souci, on est capable de faire ça dans ce monde-là. Donc du coup, on a les faucheurs qui tuent. Et du coup, ils ont quand même une très grande place dans la société, ils sont énormément craints. Et on va retrouver deux jeunes, donc Rowan et Seria, je crois. Je vous mettrai là si je me suis foirée de toute façon, qui vont tous les deux devenir apprentis faucheurs alors qu'ils en ont aucune envie, hein, voilà, parce que tuer c'est pas leur passion. Et malheureusement en fait il n'y a qu'une seule place de faucheur à la fin, donc ça va être une compétition, mais une compétition un peu particulière. Il n'y en a aucun des deux qui a envie de devenir faucheur, mais en même temps il faut bien qu'il y ait des faucheurs, et des faucheurs bien. Donc c'est un petit peu compliqué, le roman prend une bonne tournure où les deux apprentis vont être séparés, je vous dis pas pourquoi ni comment. Par contre, j'ai trouvé quelques longueurs. Il y a quand même des moments où on patauge sévère, voilà, on n'avance clairement pas, ce qui est un petit peu dommage. J'ai beaucoup aimé la fin, j'avais beaucoup d'appréhension sur la fin et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 2 que j'ai déjà emprunté à la bibliothèque. Ensuite, je me suis lu le tome 6 de Charlie Davidson de Diana Jones aux éditions Milady, qui a été une excellente lecture, surtout la fin. La fin, je suis tombée de 15 étages. Clairement, je pensais qu'on allait vers un chemin et puis là, pas du tout. Voilà, donc je pense que à partir du tome 7, on va avoir un petit tournant, si ça se passe comme je pense, il va y avoir un petit tournant dans les Charlie. Mais j'ai adoré ce tome. Alors là, j'ai trouvé que l'enquête prenait peut-être un petit peu moins de place, mais je sais pas si c'est parce que l'enquête prenait moins de place, aussi que l'enquête est liée à Reyes, voilà, je dirais pas plus. Et que du coup, voilà, on a plus l'impression que c'est de la vie privée de Charlie, alors que c'est un peu une enquête. Mais je l'ai beaucoup aimé ce tome-là, et je vais avancer Charlie parce que c'est vraiment ma bitlite préférée. Au cas où je vous fais un petit rappel, Charlie c'est la faucheuse, voilà, c'est-à-dire que, alors non, pas comme dans la faucheuse juste avant, voilà, j'aurais peut-être pas dû mettre ces deux-là à coller. Donc c'est l'histoire donc de Charlie qui est la faucheuse, donc les défunts peuvent passer à travers elle, puisque c'est un portail pour aller vers le paradis, et elle voit les fantômes. Voilà, et elle résout des enquêtes aussi, parce qu'elle est détective privée. La personne qu'elle aime, c'est le fils de Satan. Oui, Charlie a une vie compliquée. Un petit peu compliquée. Ensuite, je me suis lu, il pèse 3 tonnes ce livre, Les fiancés de l'hiver, donc le premier tome de La passe miroir de Christelle Dabo, ou Dabous, aux éditions Gallimard, qui pèse du coup 2 tonnes 2, hein, je vous le dis. Donc j'ai lu ce livre parce que j'en entendais partout, et principalement quand je suivais pas mal de dop et qu'elle faisait pas mal de vidéos lecture. Du coup, je l'ai lu. Alors ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais c'était un peu comme La Faucheuse, c'était une très bonne lecture. On se retrouve avec un monde où il n'y a plus que des arches, genre des petits points de terre disséminés dans le vide. Il n'y a plus de terre, plus de continent, tout ça. Donc on a Ophélie qui vit sur l'arche Anima, et chaque arche a des capacités un petit peu magiques. Dans l'arche Anima, elle a la capacité que quand elle touche un objet, elle peut lire la vie de l'objet, en fait, la mémoire de l'objet, et elle est aussi une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'un miroir à l'autre, tant qu'elle sait où sont les miroirs, et qu'elle s'est déjà regardée une fois dedans. On a un pouvoir très précis. Et un jour, alors qu'elle ne s'y attend pas, les doyennes de l'arche Anima, vont la marier avec Thorn, qui vient du pôle. Alors l'arche du pôle, c'est un tout autre monde. Déjà, c'est beaucoup plus violent, il fait froid, on peut dire ça, hein, donc l'arche du froid, l'arche du pôle Nord. Et ouais, les gens sont pas forcément très amicales, donc elle va se retrouver à devoir partir au pôle pour épouser Thorn, alors qu'elle ne le connaît pas, qu'elle l'aime pas. Et le pôle est plutôt complexe, déjà parce que chaque famille a un pouvoir particulier, et on a des pouvoirs, on a certains qui font des illusions, d'autres que toute la famille voit la même chose, d'autres que te foutent des chiffres mentales. Voilà. Voilà, c'est un pouvoir très... Enfin, il y a beaucoup de pouvoirs très intéressants, j'ai beaucoup aimé les découvrir. J'ai beaucoup aimé découvrir toute cette ambiance avec des familles, des rivalités et tout ça. J'ai beaucoup aimé la tante qui s'appelle... donc c'est la tante de Thorn,
qui s'appelle Bérénice, il me semble. J'ai trouvé ce personnage, c'est peut-être mon préféré en fait, c'est-à-dire que vraiment ce personnage pour moi superse les deux personnages principaux qui sont Thorne et Ophélie, parce que elle est tellement vivante, je sais pas. J'aime énormément de ce personnage, voilà, alors qu'il y a des fois j'ai envie de lui arracher des cheveux et des fois j'ai envie de lui faire un câlin. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce tome, donc je pense que je me lirai la suite avec grand plaisir parce que j'ai envie d'avoir la suite. Ça se passe plutôt bien, il n'y a pas forcément de gros temps morts, mais j'ai vraiment... Voilà, c'est pas le gros coup de cœur, mais c'est plutôt une très très bonne lecture. Ensuite, je me suis lu un one-shot, donc la liste de Saubian Vivian, aux éditions Nathan, que ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, peut-être 2 ou 3 ans, que j'ai lu l'extrait sur mon portable, dans un train. Donc en fait, on se retrouve dans un lycée où chaque année, une liste est publiée, et par classe, donc 3e, seconde, première et terminale, sont classées la plus moche et la plus jolie. Et du coup, on va suivre ces 8 filles. Donc à chaque fois, chaque année, celle qui a été élue la plus moche, celle qui a été élue la plus belle, et comment ça va tourner sur leur vie, et voilà, quels impacts ça va avoir. C'était sympathique, mais sans plus. En fait, c'est vrai que j'attendais peut-être un petit peu plus de ce roman. J'ai trouvé certains personnages intéressants. Alors, il y a 2 personnages que je faisais confondre tout le temps, c'est la plus moche des premières et la plus moche des terminales. Voilà, pour resituer le truc. Voilà, que je confondais tout le temps, je savais jamais à qui appartenait son chapitre. Donc c'était un petit peu compliqué, donc à chaque fois j'allais me référer à l'arrière, parce qu'à l'arrière vous avez du coup la liste. C'était sympathique, alors le dénouement final, j'étais un peu en mode pardon, pourquoi, comment, qu'est-ce que... Non. La fin, c'est plus une fin ouverte, là, c'est une baie vitrée, la fin, clairement. Donc ça n'a pas été un gros coup de cœur, personnellement je vais même pas le garder dans la bibliothèque. C'était sympa, c'est quand même une lecture sympathique, j'ai quand même passé un bon moment, faut pas le dire. J'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais ça n'a pas été la lecture du siècle, quoi. C'était une bonne lecture. Par contre, j'ai découvert une nouvelle série coup de cœur. J'ai commencé l'Épouvanteur, donc le tome 1 et le tome 2 de Joseph Delaney aux éditions Bayard. En fait, je voulais juste lire le tome 1, et en fait, j'ai dit, au bout d'un livre, en fait, j'ai lu le tome 1, j'ai lu la liste, et j'ai fait, ok, je lis le tome 2. Donc je me suis lu les 2 premiers tomes, puisque c'est les 2 que j'ai. D'ailleurs, le tome 2, il fait genre 2 fois la taille du tome 1. Et j'ai tellement adoré cet univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, je suis tombée en amour sur cette série. D'ailleurs, je voulais prendre le tome 3 à la bibliothèque, mais il l'avait pas. Donc je vais devoir les acheter au mois de janvier, hein, quand je reprendrai vraiment mes achats. Donc en fait, c'est un monde où il y a des créatures, des fantômes, des gnomes. Bon, c'est un peu un monde fantasy où il y a des créatures pas forcément très sympathiques. Et en fait, on retrouve... comment il s'appelle alors attendez, le résumé, il est là. Thomas, donc Tom, qui est donc le 7e fils d'un 7e fils. Et dans ce monde-là, quand t'es le 7e fils d'un 7e fils, t'as des pouvoirs un petit peu particuliers. Ce qui est le cas, enfin il a une sensibilité au surnaturel, Thomas. Et du coup, l'épouvanteur, donc on l'appelle tout le temps l'épouvanteur. Je crois qu'à un moment on dit son nom mais je l'ai oublié. Donc l'épouvanteur, qui est donc un épouvanteur parmi une tonne, le prend comme apprenti et du coup Thomas va se diriger sur la voie d'apprenti épouvanteur. C'est beaucoup trop bien, voilà, j'aurais dû découvrir cette série bien avant. Donc voilà, mais après... C'est bien que je la découvre maintenant parce que la série est terminée, donc je vais pouvoir terminer les 13 tomes et après me lancer dans la suite. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage d'Alice que je trouve très intriguant, très intéressant. On sait jamais un petit peu sur quel pied danser avec elle. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, vraiment je vais me lire la suite, donc vous allez en entendre parler pas mal je pense cette année de l'Épouvanteur. Ensuite, j'ai fini une série. Et c'est la seule d'ailleurs, je voulais en finir plus moi aussi mais bon. Donc c'est le 3e tome des Mondes des Willan, les tentacules du mal de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Alors je vous avouerai que sur ce tome là, j'ai eu une peur monstrueuse. Parce qu'aux 3/4 du roman, on n'est que sur l'épopée de voyage, c'est-à-dire pour traverser le nouveau continent. Du coup moi je me suis dit mais, attends, Pierre Bottero, c'est quand même un auteur que j'apprécie énormément. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas nous régler le combat final en 3 pages, hein, une vieille queue de poisson, voilà, un truc moche. Alors non, je vous rassure, c'était une très bonne fin. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les dénouements, même si la fin est... Voilà, le dénouement, la fin est plutôt rapide, mais en même temps, quand t'as un ennemi à abattre, tu abats l'ennemi. puis on passe, quoi. Enfin, voilà. J'ai beaucoup apprécié. J'adore l'univers des Willad, même si là j'avoue que j'ai qu'une seule hâte, c'est de me lire le tome 3 d'Elana, parce que j'ai quand même une préférence pour Elana, et que du coup je sais que Elana conclut un petit peu mieux, enfin comment dire, pas beaucoup mieux, mais
le tome 3 d'Elana conclut vraiment tout. Elana et Willan était vraiment super. Donc voilà, je vous recommande Pierre Bottero. Si cette couverture vous paraît un petit peu bizarre, vous inquiétez pas, ils ont été refaits. C'est pas mes préférés personnellement. Moi, mes préférés, c'est celle des versions des livres de poche. Et le dernier, j'ai lu le premier tome, Le Puits du... Alors, Le Puits des Mémoires. Donc de Gabriel Katz, le premier tome, La Traque chez Pocket. Alors j'avais très peur de me lancer dans l'univers de Gabriel Katz. Et j'ai quand même bien kiffé. Alors je trouve que c'est plutôt, c'est pas contemplatif, mais il y a quand même des moments où entre guillemets il se passe pas grand chose, à part Olen et qui tombe au corps amoureux d'une meuf. Voilà, donc en fait on va retrouver 3 personnages qui un jour vont entre guillemets se réveiller dans des sortes de caisses en bois. Ils vont réussir à en sortir parce que les chevaux qui tiraient la caisse, enfin où ils étaient, est tombé dans un ravin où la terre s'est évaporée sous leurs pieds. Et donc du coup ils ont réussi à sortir de leur caisse. Alors à la base il y avait 4 caisses, mais ils ont réussi à en sortir que 3 vivants. Mais ils n'ont aucun souvenir d'eux, de qui ils sont, de qui machin. Par contre ils ont parfaitement conscience de l'univers. C'est-à-dire que oui, les terres communes, la déesse, tout ça, ça y a pas de souci. Par contre eux, aucune idée. Donc du coup ils s'inventent des noms. On va retrouver du coup Olen, Olden, je crois que c'est Olen, Carib et Nils. Alors moi mon petit préféré c'est Nils. Voilà, je vous le dis, c'est Nils, je l'aime beaucoup. Du coup c'est 3 caractères totalement différents et ils vont partir entre guillemets d'un à la conquête plus ou moins de leur passé, de qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils se souviennent plus de rien. Et en même temps un petit peu fugitif parce que il y a une prime qui est mise sur leur tête, une bonne prime qui est mise sur leur tête, donc du coup ils passent un petit peu incognito. Donc passer incognito tout en essayant de chercher ses souvenirs, c'est un petit peu chaud. Franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome, donc j'ai très hâte de me lire la suite. Et de ce que j'ai entendu, je pense que je vais me prendre le tome 2 et le tome 3 parce qu'il me semble que la fin du tome 2 c'est vraiment voilà, il faut le tome 3 tout de suite. Maintenant en fait la seule peur que j'ai c'est de me lire La Maîtresse de Guerre parce que je sais que c'est un livre qui a été écrit avant Le Puits des Mémoires et que du coup on m'a dit qu'il était moins bon. Et on m'a dit qu'Internet était plus bon que Le Puits des Mémoires. Du coup c'est tout pour les romans, je vais passer rapidement au manga puisque j'en ai lu quelques-uns et quelques-uns à la bibliothèque. Et ensuite on passera au BD puisque du coup je les ai toutes en ma possession, attention. Donc j'ai commencé, alors oui j'ai mon bullet, hein. J'ai commencé les 4 premiers tomes de Fire Punch. En fait, sur mon truc, j'ai marqué Fire Force, mais Fire Force, on est d'accord que c'est le nouveau manga de l'auteur de Soul Eater. Et ce que j'ai lu, moi, il me semble que ça s'appelle Fire Punch. Bon, de toute façon, je vous mettrai la couverture, mais il faudrait que j'arrête de confondre ces deux mangas parce que je les confonds très régulièrement au niveau du titre. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes, c'était bof. En fait, ça m'a pas du tout accroché cette histoire. Alors au début j'aimais bien, franchement j'aimais beaucoup. À la base je voulais me l'acheter, donc je suis contente de l'avoir emprunté à la bibliothèque. Donc c'est l'histoire du... Donc c'est un monde qui a été ravagé par un élu. Donc un élu c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, donc la sorcière de glace qui a plongé le monde dans le froid. Du coup on retrouve Agni et sa sœur qui ont un pouvoir de régénération et du coup Agni se coupe des bras, puisque du coup il repousse de toute façon dans l'instant, pour pouvoir nourrir tout le village. Voilà, bon c'est du cannibalisme, mais bon quand t'as pas le choix, puis bon le bras repousse, et du coup jusqu'au jour où en fait une armée, un commando de soldats vient et découvre du coup les bras, et du coup pense que le village est entièrement cannibalisme, et du coup l'élu qui a le pouvoir du feu brûle le village. Il a le pouvoir des flammes éternelles, c'est-à-dire que ces flammes continuent de brûler tant qu'elles n'ont pas tué ce qu'elles étaient en train de brûler. Donc du coup il y a un petit peu un échec de concordance entre l'immortalité, la régénération infinie et les flammes qui brûlent jusqu'à ce que tu meurs. Voilà, donc du coup en fait il va mettre beaucoup de temps, je crois qu'il va mettre 5 ans, mais Agni va finir par se relever et continuer de brûler éternellement en fait, hein, voilà, et cherche la vengeance avec le mec qui a brûlé son village et qui a tué sa soeur parce qu'elle n'avait pas la capacité aussi développée que lui. On a tout ça, donc il part un petit peu sur un voyage. Ça part un peu, je trouve, dans tous les sens. Personnellement, y a des trucs qui étaient sympathiques, mais après, il y a des personnages, tu comprends pas trop où ils veulent en venir. T'as des personnages qui spawnent comme ça, et ça te crée une sous-intrigue tertiaire que tu comprends pas pourquoi elle est là, mais pourquoi pas. Franchement, vraiment, ce tome 4, c'est vraiment au niveau du tome 3-4 que j'ai commencé à trouver que ça partait un petit peu en live. En fait, il y a beaucoup de sous-intrigues qui se créent,
et sans vraiment lien, sans vraiment de trucs, c'est compliqué je trouve. Donc j'attends de lire la suite, parce que peut-être qu'en fait toutes ces sous-intrigues vont se révéler ultra utiles et toutes réunies en une seule. Mais pour l'instant, ça m'a pas autant fait kiffer que ce que j'aurais pensé. Ensuite, je me suis lu le tome 2 et 3 de Somalie et l'esprit de la forêt, qui était premièrement sublime. Je trouve que c'est l'un des mangas les mieux dessinés que j'ai lu. Il est mais sublimissime. Voilà, les images, les personnages, les décors. Et j'ai adoré l'histoire, donc du coup on continue à suivre donc un golem qui est censé protéger une forêt et qui va aider une petite humaine à essayer de retrouver les autres humains, parce que en essayant de se cacher, parce que les humains sont très mal vus. Et tu comprends dans le tome 2 pourquoi ils sont très mal vus, hein. Je veux dire, l'humain dans toute sa beauté et sa connerie est représenté dans le tome 2. Mais voilà, j'ai trouvé ça sublime, le tome 3 est sublime, la fin du tome 3 fait que j'ai déjà réservé le tome 4 à la bibliothèque dès qu'il a été acheté. Voilà, je trouve ce manga génial, je vais me l'acheter c'est sûr, sauf que bon là comme je vous en parle la semaine prochaine de pourquoi j'achète pas en ce moment, enfin plus trop, mais clairement cette série elle est sublime, je vous invite à la commencer parce qu'elle est géniale. Ensuite du coup je me suis lu un petit yaoi, il s'agit de Yanchaka de Kuruyomi Oshitoki aux éditions Boys Love. Alors c'est quoi l'histoire déjà? Oui, les one shot yaoi je les oublie très souvent, pour ça que je les relis régulièrement. Alors, on est dans un lycée où il y a beaucoup de gens qui se battent et il me semble qu'il y a un nouvel élève qui va se faire martyriser entre guillemets dès son entrée et le blond, voilà, sur la couverture qui va le sauver et du coup l'autre veut devenir son disciple. C'est un petit peu compliqué, c'est plutôt une petite amourette mignonne, sympathique avec quelques petites scènes. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympathique, personnellement je l'ai bien aimé. Voilà, c'est rare les one-shot yaoi que je garde, mais celui-là je pense que je vais garder parce qu'il était plutôt sympa. J'ai un doute, est-ce que je vous en ai déjà parlé ou pas? Normalement non. Mais du coup, j'ai lu les deux premiers tomes de Shirayuki, donc de Sarota Aikidoki, donc aux éditions Kana. Donc moi j'ai déjà vu les deux premières saisons, enfin les deux saisons disponibles en animé, que j'ai adoré, et du coup bah, j'avais très envie de me lire le manga, puisque le manga est toujours en cours avec plus de 25 tomes, donc il serait peut-être temps que je lui mette à l'acheter. Voilà, donc je l'ai adoré, sincèrement, j'ai repassé de très bons moments avec ces deux premiers tomes. J'ai juste trouvé que le moment où Shirayuki devient pharmacienne, passe l'examen pharmacienne en fait, se rapproche et plus rapide dans... Enfin, on y arrive plus rapidement dans le manga que dans l'anime. Voilà. Donc pour l'histoire, en fait, on a Shirayuki qui a des cheveux rouges, et du coup elle habite dans le royaume de Tolbain je crois, et on a le prince Raji qui est totalement totalement idiot, et du coup il veut absolument l'épouser, et elle a dit nope, c'est mort, donc du coup elle fuit entre guillemets son pays et se retrouve dans le pays d'à côté, voilà, il y avait une frontière, elle est passée la frontière, et par pur hasard et par pur coup de bol, elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Zen, et il va se produire qu'en fait Zen est le second prince du pays où elle est actuellement, donc le pays frontalier avec son pays d'origine. Le seul truc par contre ils sont où les parents de Shirayuki? Je viens d'y penser mais je me souviens pas qu'on ait déjà parlé de ses parents, parce qu'elle est pas forcément très vieille, elle a peut-être 20 ans grand max, 25 peut-être, 20 ans moi je dirais. Ils sont où ses parents? Alors peut-être qu'on le sait plus tard dans le manga, mais ouais, je viens de me faire la réflexion. C'est bizarre quand même. Bon, ceux de Z, on ne les voit pas du tout non plus, mais bon, il a un frère au moins. Et sur ce, on va commencer avec les BD. Et oui, c'est la plus grosse partie de la vidéo. Même si j'ai déjà papoté pas mal. Donc, je me suis lu, la seule que j'ai plu en fait, parce que je l'ai rendu, le tome 2 de Kaamelott. Il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il était vachement sympathique et que Caradoc et Perceval en font toujours beaucoup trop. Voilà, j'ai adoré ce tome là, donc je me prendrai la suite dès que possible. Et du coup on passe à la grosse pile que j'ai à côté de moi. Donc le premier c'est le comics Saga de Brianka. Bon, vous savez quoi, on va pas dire les auteurs parce que clairement j'en ai beaucoup trop et je pense que sinon ça va finir comme la dernière fois, les dernières vidéos, j'aurai pas le temps de finir la vidéo parce que j'ai plus de place sur ma carte. Donc ce qui est un comics en couleur, oui en couleur. Attendez, je vous trouve une image. Voilà, hop. J'ai adoré, j'en ai énormément entendu parler dernièrement, du coup je me suis dit je vais l'emprunter
et j'ai énormément adoré ce comics, je l'ai trouvé vraiment cool. Moi qui ai pourtant du mal à... Pourtant j'ai des comics Gardiens de la Galaxie, je vous promets que j'ai du mal à les, à les lire, enfin à les enchaîner. Celui-là, il est passé comme une lettre à la poste, j'ai envie de vous dire. Il était super sympa, au point que je dis je vais le refiler à ma soeur le temps que je dois le rendre pour qu'elle le lise. Et j'ai très envie de me lire la suite, voilà. Alors par contre, je préviens, c'est pour public averti. Parce que, bon, déjà il y a un personnage où il y a ces boyaux qui sont littéralement à l'air H24. Voilà, donc du coup, voilà, je pense que c'est 16 ans ou plus, ou 14 ou plus. Ensuite, je me suis lu les 2 premiers tomes de Zombilenium. Donc on est sur l'histoire d'un parc d'attractions qui fait un peu peur et qui est rempli en fait de monstres, donc des momies, des zombies, des vampires, des loups-garous et des sorcières aussi, et tout le monde pense que du coup c'est des déguisements ou des effets spéciaux, mais pas du tout, jusqu'au jour en fait où on a un personnage qui se fait tout simplement renverser. Et voilà, il marchait dans la rue, il s'est fait renverser, du coup le patron du parc qui est un vampire a décidé de le transformer en vampire. Histoire que bon, il n'ait pas un petit mort sur le dos, hein, pire ça devient un vampire. Bon, après il se passe un truc assez drôle entre le loup-garou et le vampire à propos du monsieur qui s'est fait renverser. Et du coup on va suivre un petit peu l'histoire. Personnellement j'ai adoré ces 2 tomes qui sont un peu funky, un peu drôles, avec des petits moments sérieux et tout ça. Vraiment, j'adore. J'ai kiffé, donc je vais m'emprunter la suite. Je sais pas, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont sortis. Je suis pas sûre. Ensuite, je me suis lu la boîte à musique, donc bienvenue à Pandorien, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu cette BD mais partout. Alors je pensais que c'était un one shot, mais non. J'aime beaucoup les planches au niveau des couleurs. Donc on a un premier tome qui est plutôt sympathique. On clôt entre guillemets un micro-arc, une micro-histoire. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de me lire la suite. Donc là on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps et dont son père, pour son anniversaire, lui offre une espèce de boule qui appartenait à sa mère. Et en fait cette boule, quand on l'active, elle fait de la musique, mais c'est principalement un moyen pour passer du coup à Pandorien, qui est du coup un autre monde, et elle va du coup y passer parce qu'on l'appelle, on a besoin d'elle. Ensuite je me suis lu Bergère Guerrière, Bergère Guerrière d'ailleurs, voilà, c'est un peu l'inverse. Alors bon, pourquoi j'ai lu cette BD? Parce que j'ai vu le tome 2 passer partout et que la couverture du tome 2 est sublimissime. Voilà, encore plus jolie que celle-là. Donc en fait c'est un village où il y a plus d'une dizaine d'années, tous les hommes sont quasiment partis à la guerre. Mais pour continuer à défendre du coup leur village, et ben ce village de bergers à la base, toutes les femmes, ou partie des femmes, ont décidé de devenir des guerrières bergères. Donc du coup ben, elles dressent des boucs, elles manient les armes et tout ça. Et du coup on va suivre la petite Molly qui va pouvoir enfin commencer l'entraînement des bergères guerrières. Et j'ai très envie de me lire le tome 2 parce que clairement le tome 1 te laisse sur un foutu cliffhanger. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est très sympathique, c'est pétillant tout en ayant un petit peu de épique avec le tir à l'arc, les armes, les méchants entre guillemets. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié et ça par contre c'est un chien, je vous le dis, c'est pas un mouton. Ensuite je me suis lu, je vous montre les 3, la série complète de Eleanor Jones. Mon dieu cette série, je pense pas qu'elle était finie en 3 tomes d'ailleurs, donc j'ai bien fait d'avoir pris les 3. En fait on va retrouver Eleanor Jones qui intègre une très grande maison de couture, donc elle est couturière. Et du coup cette maison de couture est dirigée par Bianca, voilà. Cette famille là, et Bianca c'est elle qui dirige. Et du coup on va suivre un petit peu cette histoire au milieu des robes, des balles et tout ça. Mon dieu, cette série m'a fait passer par tous les états d'émotions possibles, entre le je suis trop contente, c'est trop beau, c'est trop sympa, et oh mon dieu. Voilà. J'ai beaucoup apprécié cette série, je l'ai dévorée, enfin franchement, après le dessin je le trouvais sympathique, mais voilà. J'ai adoré cette trilogie BDesque. Voilà, donc j'étais très contente de la lire, j'en avais vaguement entendu parler. Et c'était peut-être mieux comme ça, que j'en ai vaguement entendu parler, parce qu'en fait, moi on m'aurait dit que c'était un truc sur de la couture, j'aurais peut-être sûrement jamais mis les pieds, parce que moi les rolls, les freluches et tout ça, bon c'est pas trop mon style. Mais finalement, la couture n'est qu'un moyen d'expression en fait pour la BD, et c'est vraiment beaucoup trop bien. Ensuite, je me suis lu Brandy, donc le tome 1 sur 2, voilà, qui était plutôt une grosse BD. Alors le style graphique, voilà. Je l'aime bien, mais c'est pas mon plus gros kiff. Donc en fait, on va retrouver cette jeune fille qui a totalement perdu la mémoire et qui
a perdu la mémoire. Il y a un renard à un moment qui squatte. Il y a un moment un renard qui la rejoint et qui lui dit ouais tu dois faire des trucs et des machins, souviens-toi qui tu es. Et moi j'ai rien compris. Alors je suppose que ça va beaucoup plus s'expliquer dans le tome 2. Mais là pour l'instant c'était très beau, c'était très sympa mais j'ai rien compris. Rien capiche. Ensuite je me suis fini une sublime série de BD. Attendez parce qu'elles sont lourdes. Voilà, je me suis lu le tome 4 et le tome 5 des Carnets de cerises. Je me suis enchaîné les deux. J'ai trouvé que le tome 5 était très fort en émotion. J'ai eu la gorge serrée pendant quasiment tout le tome 5. J'ai beaucoup aimé le tome 4, voilà, mais vraiment le tome 5, d'ailleurs je vais le prendre en main, c'est plus simple pour en parler. Le tome 5 est tellement... Là, on revient en fait sur Cerise. Entre guillemets sur ce tome 5 on arrête de faire des petites enquêtes, d'aider les autres et on se concentre sur Cerise et ce qui est arrivé à Cerise et voilà et tout ça. J'ai trouvé ça terriblement beau, j'aime terriblement cette BD. Ce qui me manque du coup 2 tomes à acheter, c'est 2 là parce que du coup j'ai les 3 premiers que j'achèterai et que je relirai énormément avec beaucoup de plaisir parce que cette BD elle est sublime. Je veux dire les dessins, voilà, hein, c'est sublime. Et que l'histoire est géniale. Je vous commencez là si vous l'avez toujours pas commencé, mais je pense que cette BD est terriblement connue. Et j'ai très envie du coup à m'intéresser des œuvres de Joris Chamblin, donc il me semble qu'il est le dessinateur, donc j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme dessin. Et Aurélie Nayré pour savoir du coup ce qu'elle a écrit d'autre. Et si j'ai inversé les deux, voilà. Mais j'ai très envie du coup de m'intéresser à ces 2 auteurs parce qu'ils m'ont totalement séduite avec les Carnets de cerises. Et la dernière petite BD, c'est Chaque jour Dracula. Voilà, donc en fait ça va parler de harcèlement scolaire et de différence. Tout simplement on a Dracula avant qu'il devienne le grand vampire connu qui tout simplement va à l'école avec des humains et du coup les humains le harcèlent un peu violemment et du coup on va voir un petit peu toutes les étapes que ça peut créer donc chez le petit Dracula. Comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment est-ce que les adultes vont l'aider et tout ça. J'ai trouvé vraiment très mignonne cette BD, elle se lit très rapidement mais elle est vraiment très sympathique. Je l'ai beaucoup aimée, vraiment. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais je trouvais qu'elle était très sympathique et ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Ça, c'est à la fin du bouquin où vous avez donc Edward Cullen. Donc là il vient de Twilight et elle je sais plus. Voilà, en fait je connais que un. Je connais lui, même si j'ai pas eu Twilight. Lui je sais pas qui c'est. Il y a une fille encore derrière. Et elle non plus, je sais pas d'où elle sort. Voilà. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui. Ça non plus, je sais pas d'où elle sort. Voilà. Donc vraiment très sympathique, mais voilà, c'est une petite BD qui est sympa à lire, mais c'est pas le gros coup de cœur comparé à tout ce que je viens de vous présenter, et qui est actuellement sur mes YouTube, donc ça pèse une bonne tonne. Et du coup, sur ce, donc je suis désolée si je passe un peu rapidement sur les BD, mais c'est vrai que pas pour raconter l'histoire, et si je vous spoil tout, je vais pas tout vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà, donc, le nouveau concept de bilan par mois, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci, hein, au mois de septembre. Et puis moi je vous retrouve donc pour la semaine prochaine pour un type de vidéo que j'ai encore jamais fait.